BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur trouve ici son rythme. Les pros des cryptos, chaque vendredi à 15h sur BFM Business, à la radio, à la télé, podcast, replay, la chaîne YouTube BFM Crypto. Nos talents non fongibles, nos NFT rien qu'à nous sont présents. Ils répondent à l'appel de BFM Business pour cette première de la saison. Owen Simonin nous rejoint. Il est à la tête de la chaîne YouTube Asher, dont il est fondateur, CEO également de Meria. Bienvenue Owen, bienvenue. Et Stanislas Barthélémy aussi nous accompagne aujourd'hui, rien de moins que le président de l'Adam. On parlera ensemble bien sûr des grandes perspectives. Bienvenue Stanislas, ravi de vous retrouver l'un et l'autre pour cette première de cette 6e saison des pros des cryptos. Dans un instant on va refaire l'été, parcourir l'actu de la semaine aussi et anticiper les grands enjeux à venir pour cette rentrée. Mais d'abord, Vincent Gamme lui aussi fait sa rentrée sur BFM Business. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Analyste technique indépendant. Vincent, on est à 110 000 $, 110 700 cet après-midi sur le Bitcoin. Le cours a marqué un record cet été. C'était le 14 août à 124 000 $. Depuis, il est entré en correction. Est-ce qu'on est pour de bon cette fois au bout du cycle haussier, Vincent? Effectivement, c'est un scénario que défend certains analystes. Le fait qu'à 124 000 $ le jeudi 14 août dernier, pour être précis, le haut du cycle a été atteint. Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle du cycle qui a commencé à l'automne 2022 à 15 000 $ et qui est lié au halving de l'année 2024. Belle correction. Alors au final, lorsqu'on fait le point, le marché est quand même passé de 15 000 à 124 000 $. C'est un beau cycle. Le prix a doublé par rapport au record du précédent cycle, qui était celui de novembre 2021. Écoutez, moi, mon opinion, elle est négative, cher Guillaume. Vous connaissez mon point de vue. J'estime que tant sur l'aspect temporel que l'aspect prix, il manque encore une dernière jambe de hausse. Je vais simplement rester sur l'aspect temporel. Lorsque l'on compare les cycles en utilisant différentes unités de mesure de comparaison, qu'on fait une moyenne et qu'on applique cette moyenne à notre cycle en cours, eh bien, ça nous donne plutôt une fenêtre de tir pour anticiper vraiment le sommet final, le bout du bout, quelque part entre la mi-octobre et la fin du mois de novembre. Entre-temps, il y aura septembre. Et septembre, sur les marchés traditionnels, en tout cas, c'est franchement pas un bon mois. C'est même à Wall Street, traditionnellement, statistiquement, le pire mois de l'année, septembre. Est-ce que ça pourrait du coup plomber les perspectives du Bitcoin? Alors, c'est pas faux, mon cher Guillaume. Il y a deux choses que je vais rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs. Effectivement, le mois de septembre, c'est le pire mois, par exemple, de l'indice S&P 500. C'est-à-dire que c'est le seul mois qui a une performance moyenne négative. Lorsqu'on prend le cours du Bitcoin depuis 2009, on a quand même moins d'historique que le S&P 500, mais tout de même, c'est aussi le pire mois en performance moyenne et pas loin d'être le pire mois aussi en performance médiane. En revanche, sur notre cycle à nous, qui a commencé en 2022, lorsqu'on prend les mois de septembre, c'était des mois, alors ils n'étaient pas fantastiques, mais les mois n'étaient pas négatifs, mais surtout septembre 2023, septembre 2024 furent, en tout cas dans leur phase de creux, il y aura peut-être une correction à début septembre, dans leur phase de bottom, ce fut le point de départ d'une impulsion haussière de fin d'année. Moi, je vois bien un scénario de ce type-là, où finalement, si le marché devait corriger début septembre, que ça permette de prendre appui pour terminer le cycle sur une prochaine jambe de hausse. Alors, on peut toujours faire de l'analyse technique, de l'analyse chartiste, de l'analyse cyclique, mais au final, tout le monde sait que cette dernière jambe de hausse que j'attends, c'est pas l'analyse technique qui la décidera, mais c'est la Réserve fédérale le 17 septembre prochain. Et une possible baisse de taux, on suivra bien sûr tout cela dans les pros des cryptos et puis dans BFM Bourse, chaque jour aussi sur BFM. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Vincent Gamme, au sommaire de ce premier numéro de la saison des pros des cryptos, les enjeux de la rentrée justement. On entrera dans le détail, on pourra parler éventuellement effectivement de l'impact également de la Fed. Bitcoin, Ether, est-ce qu'on est en pleine saison des baleines là? Cet été a vu une baleine solder une partie de sa position au point de plomber le cours du Bitcoin. Se pose du coup la question de la dépendance du Bitcoin à certaines baleines. Sur Ether, des entreprises commencent en plus à en mettre en trésorerie. On va en parler. Et puis les stablecoins des pas de géants qui ont encore été franchis cet été. On pense au Genius Act américain, mais pas que. Face au stablecoin dollar, la Chine, figurez-vous, commence à mieux considérer l'hypothèse de stablecoin de sa propre monnaie, le yuan. On en parlera également. Les pros des cryptos, votre machine à concentrer l'essentiel, s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là, tout bronzés, nos deux experts aujourd'hui, Owen Simonin alias Asher avec un H au début. Bienvenue Owen, on est ravis de vous retrouver. En pleine forme, ça se voit, ainsi que vous Stanislas. Voilà. En pleine forme. Faire un concours de bronzage, c'est Owen qui gagne, Stanislas. Mais vous avez l'air aussi en pleine forme.
et très informé. Vous abordez cette nouvelle saison des pros des cryptos, effectivement, toujours avec un coup d'avance que vous allez partager, faire ruisseler auprès de ceux qui nous suivent. Vous avez passé un bon été l'un et l'autre. Vous étiez où, Owen, pour bronzer autant? La Corse. Ah oui, valeur sûre. Un peu vous étiez où l'Italie. pour pas bronzer, c'était l'Italie plutôt. Exactement. Alors l'été est souvent synonyme de plage, de calme, mais dans le monde des cryptos, rien n'est jamais certain. L'été a-t-il été serein ou au contraire, on va rentrer dans le détail dans un instant, c'était un été compliqué. Comment vous le qualifieriez cet été-là? C'était un été qui a été, contrairement à beaucoup de mois d'août dans l'histoire de la finance, de manière générale, tout comme septembre, le mois d'août est quand même rarement un mois très actif. Dans le monde des crypto-monnaies, ça a été une plutôt bonne surprise. Alors historiquement, le mois d'août qui suit le halving de Bitcoin est positif, mais là pour le coup, et sur l'ensemble des crypto-monnaies, notamment boosté par le Genius Act aux États-Unis, les crypto-monnaies et pas mal d'actifs volatiles d'ailleurs ont bien profité de cette période. Ouais, c'était plutôt un bon cru, quoi, un beau millésime plutôt. Avec Jackson Hole aussi, pour revenir toujours le lien entre la crypto et la macroéconomie, le changement de tonalité de Powell sur les baisses de taux et les considérations qui font que telle politique va être prise ou non, on a vu tout de suite l'effet sur les cryptos. Il y a des baisses de taux plus vite qu'il n'y paraît et il y a eu une bonne réaction du marché. L'effet sur les cryptos. C'est vrai qu'il n'y a pas que Bitcoin, il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, dans l'univers crypto. Puis il y a surtout l'Ether, le dauphin du Bitcoin, alors c'est un sentiment qui s'est forgé en moi comme ça en suivant de loin les cryptos pendant l'été. Et il me semble que l'Ether a rattrapé une partie de son retard et que l'été a été favorable à l'Ether. Alors, comme j'adore commencer par un oui, mais non, dans le sens où oui, pour Ether, ça a été une performance qui était assez dingue. En quelques mois, l'Ether est passé de 1500 $ à 4900 $. Il a retracé un peu depuis, il est à 4350 ou 4400 à l'heure où nous parlons. Ça reste une performance complètement dingue, 175% de hausse en quelques semaines, mais si on le compare, il n'a que légèrement dépassé son record de 2021 par rapport à Bitcoin qui a multiplié par 2 sa valeur depuis. Donc, c'est un retard qui est rattrapé violemment et c'est surtout un retard qui a donné le sourire à beaucoup d'investisseurs dans le monde des cryptos car quand l'Ether se valorise, il a tendance à tirer avec lui pas mal de plus petites capitalisations, pas mal de plus petites crypto-monnaies alors qu'on l'a vu, là où Bitcoin historiquement tire tout le marché, ce marché étant plus mature, plus large, avec beaucoup plus de cryptoactifs, Bitcoin a tendance à se faire son propre chemin et peut très bien performer alors que les autres crypto-monnaies restent au sol. Ça n'a pas été le cas de l'Ether qui s'est réveillé avec pas mal d'autres crypto-monnaies. Ce qu'il faut noter également, c'est le regard de la finance institutionnelle, boosté également par le Genius Act qui vient propulser l'intérêt que les institutions ont envers les stablecoins dont le terrain de jeu est majoritairement Ether et les sous-réseaux d'Ether. C'est venu booster la blockchain Ethereum, son utilité, et donc redonner un petit peu de sens, alors que beaucoup de personnes s'en étaient détournées les précédents mois, et les ETF sur Ether ont capté plus de volume en 6 semaines qu'ils n'en avaient capté en 12 mois, en comptant la fin du mois de juillet et ce mois d'août 2025. C'est bien parce qu'on se disait avant l'été que les ETF Ether n'allaient surtout pas connaître le même sort en termes de flux que les ETF Bitcoin. Alors c'est pas la même ampleur bien sûr, mais on a eu un vrai réveil cet été quand même, Stanislas. Il manquait une étincelle, c'est tout le paradoxe d'Ethereum comme proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on a la conviction quand on analyse les statistiques que c'est une grande partie de la finance va se loger, se nicher sur cette plateforme-là. Ce qui manquait, c'est un rattrapage en termes de prix. Et l'étincelle, on en parlera après, mais c'est les entreprises qui émettent de la dette ou émettent leurs propres actions, quelque part pour faire une sorte d'arbitrage, pour accumuler des Ethers. Donc le sentiment est devenu beaucoup plus positif et ce qu'on voit, c'est que maintenant les analystes donnent des targets qui sont même presque trop élevés pour Ethereum. Mais ce retard, c'est intéressant, c'est de voir que le sentiment change beaucoup avec le prix, alors que le fondamental, rien n'a changé. Oui, même si les stablecoins se développent quand même. Le Genius Act, c'est un fait majeur de l'été. C'est un pas de géant supplémentaire franchi cet été par les stablecoins. Tout à fait. Le point qui est toujours un peu inquantifiable, mais qui est quand même le propre des crypto-monnaies, c'est que est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup plus de stablecoins et beaucoup plus de stablecoins sur Ether viennent valoriser instantanément la crypto-monnaie qui n'est finalement que le moyen de payer ses transactions sur le réseau? C'est une analyse qui est toujours très complexe et qui vient arranger ou non les investisseurs en fonction de leur point d'entrée. On peut dire qu'il y a une corrélation, pas nécessairement une causalité. Alors ceux qui nous rejoignent là, dans les produits crypto se disent peut-être, je crois que ça fait 4-5 fois qu'on prononce ces deux termes, Genius Act, donc c'est l'autre fait majeur de l'été, les stablecoins aux États-Unis. Non, pas ici, hein, non, ça se passe là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça change quoi le Genius Act qui a donc été voté cet été, Stanislas? Ça apporte une clarté réglementaire qui n'existait pas aux États-Unis. Ça permet à la finance traditionnelle et globalement aux banques, voire certaines grandes entreprises, de se positionner et de proposer un stablecoin pour leurs clients. Alors on l'a vu, les efforts par exemple de Stripe qui a fait plusieurs acquisitions et qui maintenant ajoute la dernière pièce manquante à son puzzle et un stablecoin pour du paiement.
Ça peut être des banques entre elles qui vont faire des consortiums. On parle beaucoup de JP Morgan, de Bank of America et d'autres qui se mettraient ensemble pour émettre un stablecoin avec les cas d'usage qu'à chaque fois on évoque, c'est-à-dire la remittance, envoyer de l'argent à l'étranger, les cas d'usage de paiement ou même la finance décentralisée, acheter des titres tokenisés. Les banques n'ont plus peur d'y aller parce que maintenant elles peuvent y aller. Il y a toutes les barrières qui se sont levées. Il n'y avait pas que Genius Act, il y a aussi des politiques de la SEC qui a changé la tonalité, qui a abandonné certaines procédures. Et le tout fait qu'on imagine, entre guillemets, Wall Street et le monde financier construire de plus en plus. Et c'est Ethereum souvent qui voit ces projets aller dessus. Il y a une vérité qu'on n'aime pas trop se dire en crypto parce qu'on aime dire que c'est plein d'utilité et qu'on en a tout de suite besoin pour vivre, surtout quand on est dans cet écosystème évidemment. Mais la réalité, c'est qu'il y a deux grandes façons d'aborder les crypto-monnaies, soit par l'usage, soit par la spéculation. La plupart des pays développés se tournent vers les crypto-monnaies parce que c'est un investissement, c'est une technologie d'avenir. On va peut-être un jour en avoir une utilité forte, mais aujourd'hui on spécule. Quand on regarde les pays en développement, les pays où il y a une forte inflation par exemple, ils utilisent la crypto-monnaie par la nécessité. Ils l'ont fait parce que c'était la meilleure solution qu'ils avaient, qui s'offrait à eux. Bitcoin est de plus en plus mature, il est de plus en plus véloce également et il y a de plus en plus de volume. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des grosses baleines qui vendaient du Bitcoin. 3 milliards de dollars de Bitcoin vendus dans l'après-midi et le cours dévisse de 2%. Pour Bitcoin, 2%, c'est une petite après-midi très calme. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que malgré tout, ça reste plus volatile que le dollar et les pays en développement utilisent des stablecoins. Et là, ce qui est également dingue et qui a été apporté avec le Genius Act, c'est que non seulement il y a une clarté qui protège l'utilisateur, c'est le premier créancier qui doit être couvert en cas de problème. Pas même les créanciers prioritaires d'un point de vue financier et contractuel, mais bel et bien l'utilisateur se doit d'avoir le 1 pour 1 sur son change. Et la deuxième chose, c'est que les États-Unis sont en train d'absorber l'épargne mondiale des pays qui sont non bancarisés. Parce qu'ils vont non pas dans la blockchain et dans les cryptos, mais bel et bien sur les stablecoins. Ce Genius Act est un mouvement stratégique intelligent. Pendant que certains captent des volumes et font de la finance avec un coup d'avance, d'autres font des lois et des cadres. Mais en tout cas, eux, ils ont pris ce coup d'avance. Oui, et en plus les stablecoins dollars, parce que c'est le stablecoin dollar. Qui doit être backé sur du dollar liquide ou sur du bon du trésor. Tout est dit dans cette ligne. Et donc, ça signifie que la démultiplication des stablecoins dollars, l'arrivée de nouveaux flux financiers sur les stablecoins dollars, tout ça va permettre aux États-Unis aussi de réduire une partie de leur dette et de leur déficit, puisque ce sont autant d'obligations qui devront être mis en face de ces stablecoins. Du moins de la financer et donc de stabiliser les taux. Voilà. Ouais, c'est malin. Alors en face, en Europe, on avance quand même. C'est vrai que l'Europe, la Banque Centrale Européenne s'oppose aux stablecoins euros. En tout cas, elle ne cherche pas spécialement à les libérer comme les Américains sont en train de libérer leurs stablecoins dollars, mais elle avance sur l'euro numérique du coup. Et d'après le Financial Times, l'euro numérique devrait sans doute être véhiculé sur des blockchains publiques, type Ethereum, type Solana, ce qui permettrait sans doute quand même à cet euro numérique de se diffuser très largement et donc à l'euro, malgré tout, face au dollar, de faire bonne figure. Pour l'instant, on envisage, on réfléchit, on discute, comme depuis des années sur l'euro numérique. Moi, ce qui me fait peur avec une monnaie numérique de banque centrale, c'est pas vraiment le fait qu'elle soit sur une blockchain publique ou privée, car on peut très bien lancer un stablecoin sur Ether et en garder un plein contrôle et, entre guillemets, malgré tout, conserver le risque qu'on a d'être contrôlé par cet émetteur. Je ne vois d'ailleurs pas comment une banque centrale, et je suis très curieux d'avoir ton avis là-dessus, pourrait tout simplement émettre sa monnaie directement au retail et aux particuliers. Elle a besoin de ces banques de retail entre. Je me pose toujours beaucoup de questions et je ne pense pas qu'ils vont régler le problème avec le fait de simplement se positionner sur une blockchain publique. Mais quand même, c'est mieux que sur une blockchain privée, non ? Enfin, pour, on va dire, la diffusion, la puissance de l'euro. Ça fait peut-être plus de sens. Mais même pas tellement, parce que c'est pas un sujet d'infrastructure, c'est un sujet de cas d'usage. Alors je dis, l'euro numérique, c'est quelque part une tautologie, parce que l'euro est déjà numérique à hauteur de 90%. La monnaie papier, c'est 10%. Donc l'euro numérique existe déjà. Après, la question, c'est que l'euro numérique, à quoi il servirait ? Aujourd'hui, il est conçu que pour du paiement. Donc que ce soit sur une infrastructure privée ou une infrastructure publique, ça change peu de choses, parce que son but, c'est pas de le rendre interopérable et l'utiliser pour acheter des actions tokenisées de telle entreprise de la défense qui est dans la Lozère, par exemple. Ce serait vraiment borné sur du paiement. Alors qu'aujourd'hui, quand on analyse les moyens de paiement qu'on a à notre disposition, on a déjà par exemple du Wiro qui demain ira jusqu'à la partie paiement commerce. On peut faire des virements rapidement maintenant, instantanés. On a les stablecoins. En fait, le privé apporte déjà beaucoup de solutions qui font que cet euro numérique retail pour le citoyen est en doute. Attention à ne pas confondre ça avec l'euro numérique de gros qui peut avoir des utilités sur les échanges entre gros acteurs financiers en Europe. Donc j'y vois plus une sorte de petite manigance habile pour montrer qu'il y a une forme de réaction vis-à-vis de la politique états-unienne, plus qu'un changement, on va dire, fondamental sur les orientations qui sont prises.
À noter qu'il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui sont favorables non plus à l'euro numérique retail. C'est encore beaucoup le projet de la BCE et donc de Christine Lagarde. Oui, mais alors certains auditeurs, téléspectateurs, fidèles de BFM Business nous disent vos pros des cryptos, ils s'inquiètent à chaque fois de voir l'Europe tenir à son euro numérique alors qu'en face les stablecoins dollars se développent en expliquant, vous expliquez chaque semaine que c'est vrai, les stablecoins dollars ont sans doute plus de potentiel que les devises numériques. Mais ces auditeurs et auditrices, ils nous disent mais regardez l'euro face au dollar, c'est l'euro qui se renforce quand on regarde les parités de change. L'euro vaut 1,17 $ face au dollar depuis le début de l'année. Qui progresse? C'est pas le dollar, c'est l'euro qui progresse face au dollar. C'est une conséquence directe des choix politiques faits par Donald Trump sur les tarifs, les négociations, etc. Si on compare stablecoin dollar et stablecoin euro, la proportion et la croissance est toujours du côté stablecoin dollar. Non pas que la BCE soit nécessairement anti-stablecoin euro, on a un doute sur vraiment est-ce qu'ils y sont très favorables, ils se disent pas non plus anti. Pour moi, c'est un point de blocage avec MiCA. C'est-à-dire qu'on a défini très tôt ce qui était un stablecoin, c'était une bonne idée, mais on a rendu trop difficile, ou du moins on tue le business model parce qu'on a été trop restrictif en amont des usages. Et c'est ces blocages qu'il faut faire. Nous, c'est ce que la DAN porte comme idée. Alors cette année, on va dire, vu la rentrée politique française, ça va être un peu compliqué, mais ce qu'on va porter au niveau européen, et à qui veut l'entendre, c'est qu'il faut permettre aux détenteurs de stablecoin de toucher une partie du revenu sur le collatéral, de pouvoir l'utiliser en finance décentralisée, ou de pouvoir l'utiliser contre des actifs tokenisés. Donc, c'est pas encore possible en Europe. Non. Aux États-Unis, ça le devient. Alors, pas forcément pour tout. Sur la redistribution du rendement généré par le collatéral, donc les bons du Trésor, les États-Unis ont dit non. Quoique, il y en a certains qui contournent un peu en utilisant des distributeurs. Mais là-dessus, il ne faut pas s'interdire d'aller plus loin que les États-Unis. Le but, c'est pas de copier, c'est d'être meilleur. Et puis même sans parler de valeur de l'euro face au dollar. Déjà, il faut savoir que les États-Unis ont leur dette en dollars. Donc, si le dollar perd de la valeur, ils sont en train de faire baisser la valeur de leur dette. Notre dette, à nous, elle est en euros. Espérons qu'on ait un euro très fort, mais pas trop fort non plus. Et d'un autre côté, quand on regarde, ce qu'ils sont en train de gagner, c'est une guerre qui est encore pire que la guerre de la valeur, c'est une guerre d'usage. Les gens sont en train d'apprendre à utiliser le dollar. Et je vais le dire très honnêtement, si je devais parler de mon patrimoine liquide aujourd'hui, je connais sa valeur en dollars, je connais pas sa valeur en euros. C'est pas normal. Je suis français. Oui, tiens, ce serait un sondage. C'est un sondage qu'on devrait faire, tiens, dans les pros des cryptos. Et vous regardez la valeur de votre patrimoine crypto, Bitcoin et tout en dollars ou en euros? Franchement, en dollars ou en euros? En tout cas, l'euro, jusqu'ici, était impliqué dans 30% des paires du Forex. Dans l'univers stablecoin, l'euro, c'est que 0,15% des échanges. 0,15 contre 30% dans les monnaies fiat. Voilà, c'est d'autant plus inquiétant que l'euro a été conçu historiquement comme une monnaie internationale pour concurrencer ou exister face au dollar. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est assez surprenant que les stablecoins euros n'existent pas. C'est de se dire, si on veut vraiment concurrencer le dollar, il faut s'en donner les moyens. Et pas le déplorer tout le temps. Après, il y a la question des outils. Et puis, aux États-Unis, se pose une autre grosse question. C'est l'indépendance de la Fed est-elle remise en cause? Si elle venait à être vraiment remise en cause par Donald Trump, il est possible que des devises comme l'euro, pour le coup, en profitent et que le dollar, pour le coup, perde un petit peu de flux de capitaux et d'attrait auprès d'un certain nombre d'investisseurs. Alors, les Chinois, eux, s'y mettent au stablecoin de leur devise locale, puisque comme les Européens, les Chinois, ils étaient très prompts à défendre une devise de banque centrale, leur yuan numérique, mais là, ils semblent être en train de faire un pas vers les stablecoins yuan également. C'est une ouverture, mais attention, quand on parle de stablecoin, d'ailleurs, il faut voir ce qui est sous-jacent et ce que permet de faire la réglementation. Ce qu'on comprend de cette ouverture, en utilisant le SAS vers l'Occident qui est Hong Kong, en l'occurrence, c'est que pour être détenteur du stablecoin, il faut quand même avoir fait son KYC. Sous-entendu, donner son identité. Oui. Là où les stablecoins, au sens de MiCA, c'est en Europe, ou les stablecoins américains, attention, c'est aux porteurs. Un peu comme les bons du Trésor à l'époque, quand on avait le papier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire qui on est quand on l'a. Et quand on le cède, par contre, il faut dire qui on est pour récupérer le collatéral. Donc, une ouverture intéressante, mais attention, on ne compare pas forcément les mêmes choses. Il y a cette bataille des stablecoins, bien sûr, on la vivra encore chaque semaine dans les pros des cryptos sur BFM Business et chaque jour aussi dans le club BFM Crypto avec Sandra Gandouin, même heure, 15h sur BFM Business. La bataille des stablecoins et des véhicules justement pour porter ces stablecoins. Circle, l'émetteur de l'USDC, qui est toujours le deuxième plus gros stablecoin dollar. L'USDC, ça n'a pas changé. Et c'est d'ailleurs un Américain qui émet le plus gros stablecoin euro. Si on veut pousser là, bien sûr, puisque c'est eux qui ont les ressources pour suivre nos règles. Oui, c'était Circle, ils se disent on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ils choisissent de lancer leur propre blockchain pour supporter leur stablecoin. C'est malin ça.
Oui, c'est la suite logique quand on commence à avoir un outil et un produit qui est fort dans le paiement, c'est de commencer à contrôler son infrastructure. Ils ont contrôlé l'actif, ce qui est possible dans le monde des crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est très clairement rentrer en frontal avec des réseaux comme Visa, Mastercard et proposer le réseau sur lequel ces transactions vont être faites. D'ailleurs, l'USDT, Tether, le plus gros stablecoin dollar au monde, est sur le point d'émettre son propre réseau qui a été optimisé justement pour la transition rapide et peu coûteuse de stablecoin. Donc c'est simplement la suite logique de ces quelques géants qui pensent à la croissance et au coup d'après. Quand on maîtrise déjà ce qui circule dans le réseau, autant devenir propriétaire de ce réseau. Pour aller sur une infrastructure qui peut toucher au cas d'usage du paiement du quotidien, donc Visa, Mastercard, mais aussi sur les paiements de gros et transfrontaliers en attaquant ce qu'on appelle le correspondant bancaire. Donc on doit utiliser certaines banques pour envoyer du cash à l'autre bout du monde. Et eux, comme ils ont un actif qui circule sur Internet nativement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils disent que cette infrastructure du paiement de gros, il peut se faire aussi pour des petits paiements. J'ajoute que la deuxième rationnel derrière ce mouvement stratégique, il est sur le revenu. Il ne faut pas oublier que le revenu d'un émetteur de stablecoin est entièrement, quand on est juste un émetteur, lié et corrélé au taux d'intérêt, puisqu'on récupère du cash et qu'on investit à une proportion de 70-80% dans des bons du trésor. Mais tout à l'heure, on évoquait Jackson Hole et les potentielles chutes des taux directeurs. Ça veut dire que le taux de rémunération et donc le chiffre d'affaires de ces entreprises va baisser. Et on peut imaginer demain que 1 ou 2% à 6 mois, 1 an, ce soit l'ampleur de la baisse du taux, donc un chiffre d'affaires qui s'effondre. Et quand on analyse Circle, en l'occurrence, il distribuait déjà une grande partie de ce chiffre d'affaires à des distributeurs que sont par exemple Coinbase. Donc il y a 50% du chiffre d'affaires de Circle qui partait directement auprès de Coinbase pour ce partenariat. Donc ils doivent trouver différentes manières de se rémunérer. L'infrastructure en est un, compatible avec Ethereum, mais ils ne repartent pas from scratch non plus. Et la deuxième chose, c'est les services, d'où le modèle de correspondant bancaire et de paiement. Alors si chacun utilise sa propre infrastructure blockchain, il y a l'USDC, il y a l'USDT, bien sûr de Tether aussi. Tether, ils ont dans la boîte justement de fabriquer, faire leur propre blockchain ou c'est... Également la blockchain pareil. Plasma qui va avoir des objectifs et probablement un positionnement similaire. D'accord, ça c'est pas bon pour Ethereum et pour Solana par exemple, ce sera un manque à gagner pour eux, on l'imagine. La réalité c'est que je pense que plus que la croissance est supérieure, la croissance de l'écosystème et du stablecoin est supérieure à la croissance individuelle de ces entreprises. Maintenant oui, ça peut en tout cas, ça peut driver et prendre une partie du flux, même si ils circuleront peut-être sur ces réseaux. La réalité, c'est que le réseau Ether est le réseau que les gens usent. Et donc, naturellement, c'est quand même souvent là-bas qu'ils vont faire dormir leur stable. Sur l'USDT, c'est plutôt le réseau Tron. Donc, un Plasma me semble être plutôt concurrent direct de Tron. Parce que l'USDT, quand on analyse, c'est très utilisé, usité en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. C'est pour ça d'ailleurs que Tether ne vient pas en Europe. C'est pas très utilisé. Oui, bien sûr. Est-ce que les grandes banques s'y mettent? Est-ce que les grandes banques sont conscientes de tout cela? Est-ce que vous sentez que ces dernières semaines, là, c'est le premier numéro de la saison des Pros des Cryptos, on s'est quitté pendant 6 semaines, trop longues, les 6 semaines. Est-ce que ça a avancé côté bancaire, on va dire, l'acculturation aux cryptos? Ça avance parce que Genius Act est un acte que je trouve très politique et donc les dirigeants des banques se disent il faut bien décoder et comprendre ce que c'est le Genius Act. Quand au lendemain du Genius Act, il y a JP Morgan, BOA, Bank of America et d'autres banques qui se disent on va peut-être faire un consortium, mécaniquement ça fait réfléchir et ça fait se reposer des questions stratégiques. On a déjà vu des nouveautés. Le lancement de All Unity qui lance un stablecoin, quand on analyse ceux qui sont derrière, c'est Deutsche Bank et DWS qui est son asset manager. Donc on voit très bien qu'en Europe, il y a aussi une réaction et donc il y a un peu cette course au consortium. Quel stablecoin va gagner? Parce qu'on n'a pas encore de stablecoin à l'échelle euro souverain. Forge en a fait un et d'une manière ou d'une autre, il faudrait que notre stablecoin français souverain puisse l'emporter en Europe. Créé par une banque, pour le coup, Société Générale. Créé par une banque. Ouais. Totalement. Non, et puis ça va devenir un enjeu dans le sens où ça intéresse également parce que, comme on l'a expliqué, en temps de crise, très souvent, les banques centrales vont jouer des taux d'intérêt directeurs pour essayer de stabiliser la situation et maintenir une certaine activité. Ce qui veut donc dire que quand tout va mal, on va avoir certains titres et certaines activités, notamment les stablecoins, qui devraient aller plutôt bien. Ce qui est un actif relativement intéressant quand on va venir diversifier son portefeuille. Et ensuite, les banques ont compris que si c'est pas le Bitcoin, ce sera certains actifs ou la tokenisation de titres réels distribués sur la blockchain. Et si c'est pas ça, c'est la monnaie qui est quand même leur fer de lance. C'est leur bilan, c'est leurs réserves, c'est leur ratio. C'est naturellement tout ce qui fait d'une banque un établissement qui, surtout d'un point de vue du retail, conserve de la liquidité. Là, on voit la liquidité qui commence à changer de forme. Donc, au bas mot, si on n'y va pas, on doit très vite se mettre à jour et commencer des chantiers. Surtout quand on est une grosse organisation financière
et qu'on met du temps à pivoter parce qu'on a un calendrier long pour prendre une décision. Il nous reste à peine 3 minutes, le temps passe vite. Justement, on va continuer de se mettre à jour. Sur les histoires de réserves stratégiques de Bitcoin, il y a eu des avancées cet été ? Les réserves stratégiques, très peu. Honnêtement, très peu. Il y avait une différence entre on arrête de vendre les bitcoins qu'on a saisis, ce qui est la première réserve stratégie, et on est prêt à réellement utiliser l'argent du contribuable pour en acheter. Visiblement, on n'y est pas encore. Bon, et est-ce qu'on sort de l'été avec un plus grand doute sur la décentralisation du Bitcoin ? Parce que oui, une baleine a vendu des 24 000 Bitcoins il y a quelques jours. Ça plombe un peu le Bitcoin quand même depuis quelques jours. Est-ce que ça ne montre pas que la décentralisation de Bitcoin a ses limites ? Ils ont fait baisser le cours de 2,8%. En vendant 24 000 bitcoins. Ce serait arrivé en 2017, le cours aurait été divisé par 2. Oui. Le bitcoin est de plus en plus véloce, la décentralisation du réseau n'a rien à voir avec la détention du jeton, même si quelqu'un venait en avoir 10 ou 15%. C'est ce que j'allais dire, quand on est dans un système de minage où on utilise de la puissance informatique et donc de l'électricité pour sécuriser un réseau, c'est pas la détention qui crée la décentralisation. Alors que sur Ethereum, dont le modèle c'est en soi, s'il y a une concentration de la détention, on peut utiliser cette force-là pour la sécuriser. Donc la décentralisation de Bitcoin ne change pas grand-chose. De la même manière que quand BlackRock a 1 million de Bitcoin en détention, ils l'ont pour X personnes derrière. C'est pas BlackRock qui les a. Mais par exemple, Bitcoin, Stratégie accumule de plus en plus de Bitcoin. Ils s'endettent même, voire ils vendent leurs propres actions pour acheter plus de Bitcoin. Est-ce qu'à force de faire grossir sa trésorerie en Bitcoin, Stratégie devient une baleine ? Totalement. Et si un jour ils viennent à vendre pour des raisons X ou Y, ça peut faire baisser le prix, mais ça ne peut affecter que la valeur du Bitcoin et non pas sa décentralisation et son réseau. D'ailleurs, c'est une fièvre, les Bitcoin Treasury Company. Il y a des sociétés qui achètent 1 million d'euros de Bitcoin et qui prennent 5 ou 10 millions de valorisation. Ça crée un premium complètement dingue, mais comme c'est à la mode, tout le monde le veut. Au début sur Bitcoin avec Stratégie, puis ensuite sur l'Ether et sur Solana, et puis même en France. On a Blockchain Group, qui a lancé une initiative de ce genre qui a pris de l'ampleur. On a des services financiers bien connus comme BD Multimédia qui s'appelle aujourd'hui Traxial. Vous connaissez peut-être sous le nom de son service Starpass qui faisait de l'audiotel et qui aujourd'hui commence à aller sur Bitcoin. Audiotel, oui, je crois. Oui. La vraie question est ce qu'il faut regarder, et c'est la différence entre les treasury companies qui vont mourir et qui vont probablement emporter l'argent de leurs investisseurs et celles qui vont faire la différence. Est-ce qu'elle est juste là pour acheter un petit peu de crypto-monnaie et profiter d'une tendance, d'une vague, et ce sera éphémère? Ou alors est-ce qu'elle a vraiment un service additionnel et vient proposer autour des services de paiement qui vont venir agencer parfaitement les crypto-monnaies à ses services? Ether aimerait bien avoir son stratégie à lui, parce que stratégie, à force d'accumuler des bitcoins, ça participe à doper un peu quand même les cours, à créer une vague montante. Est-ce qu'on voit un stratégie émerger aussi pour Ether? Et même plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a 3 entreprises, Sharplink, Bitmine, une troisième, qui achètent beaucoup. Bon, l'équivalent de Michael Saylor et de stratégie pour Ethereum, c'est aujourd'hui Tom Lee avec Bitmine qui a en 2 mois accumulé quasiment 5 milliards. Et qui aimerait bien ajouter pour 20 milliards d'équivalents Ether sur les années qui viennent. C'est pour ça qu'il y a une forte pression acheteuse sur l'Ether et qu'il a rattrapé une partie de son retard. L'objectif, c'est 25 milliards de dollars, donc 5% des Ethers en circulation. Et naturellement, c'est venu pousser à la hausse le prix de l'Ether, puisque ça montre que certaines personnes seront là pour en acheter, que son prix baisse. Oui. Vous aviez oublié, messieurs, que le temps passait aussi vite dans les pros des cryptos. Voilà, on est déjà au bout et on se retrouvera la semaine prochaine. On reprend nos habitudes chaque vendredi sur BFM Business en direct, en podcast, replay et la chaîne YouTube BFM Crypto. Merci beaucoup. À Stanislas Barthélémy pour l'ADAN. Je vais apprendre à dire l'ADAN cette année, parce que moi je disais l'ADAN jusqu'ici, l'association pour la démocratisation ou défense, je me plante. Pour le développement. Développement, c'est encore des actifs numériques. L'association pour le développement des actifs numériques que vous représenterez ici tout au long de la saison avec Claire Balva aussi qui vous y accompagne. Et un grand merci à vous, Owen, toujours à la tête de Meria. Combien d'abonnés, Asher? On a la tête sous les 800 000, on va les passer. Wow. Ça y est. Seuil technique à suivre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.